Bonjour Madame la Commissaire européenne. Bonjour Guy. Chère Maria, merci d'avoir accepté de répondre à nos interrogations sur la recherche et l'innovation en Europe. Doté d'un budget de 95 milliards d'euros du jamais vu jusque-là, le plan Horizon Europe 2021-2027 repose sur 4 priorités. Renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union, stimuler sa compétitivité, concrétiser ses priorités stratégiques et répondre aux problématiques mondiales, notamment en termes de développement durable. Je veux parler de One Health. Concrètement, quelles sont les 5 missions auxquelles seront dévolus ces financements? Merci beaucoup pour cette première question, Guy. En effet, les missions, c'est une des grandes nouveautés du nouveau programme Horizon Europe. Aujourd'hui, nous avons décidé d'avoir des actions au niveau européen dont les effets bénéfiques vont ressentir chacun de nos citoyens européens. Et c'est pour cela que nous avons choisi des sujets qui nous touchent tous. Ces sujets se développent dans un processus de co-création. Ce sont les citoyens qui sont au centre des nouvelles missions. Et ce n'est pas un seul instrument qui va contribuer à atteindre leurs objectifs, mais ce sera par le biais des synergies, différentes politiques, différents instruments, mais unis afin d'atteindre une ambition commune. Les 5 sujets sont les suivants. La première mission, c'est la mission sur le cancer. Ce que nous proposons, c'est d'avoir 3 millions de vies humaines sauvées d'ici 2030. Et cela comprend évidemment d'agir du côté prévention, passer par le diagnostic, l'accès, le traitement et aller jusqu'à une meilleure qualité de vie pour ceux qui ont déjà eu cette expérience. La deuxième mission, elle concerne l'adaptation climatique. Nous voulons d'ici 2030 avoir 200 régions en Europe qui sont suffisamment avancées pour atteindre les objectifs du pacte vert. Cela veut dire que nous avons ici beaucoup de synergies à construire avec nos régions, d'avoir beaucoup de liens avec nos systèmes d'innovation, avec les systèmes d'éducation. La troisième mission, elle vise à avoir d'ici 2030 100 villes européennes intelligentes et climatiquement neutres. Encore une fois ici, des sujets comme les données, le transport, l'économie circulaire vont être au cœur des actions. Et les deux autres missions concernent encore une fois des sujets qui nous concernent tous. Le premier, c'est sur la santé de nos océans, de nos mers, de nos eaux internes. Et là, il y a énormément à faire parce qu'après tout, la biodiversité y dépend. Et nous avons enfin une mission qui concerne la santé des sols. 75% des sols européens doivent être en bon état d'ici 2030. Si je dois ici exprimer notre souhait de voir ces missions réalisées, ce serait de dire certains ont eu leur mission sur la Lune, nous l'avons décidé, notre mission c'est mission Terre. Ah, j'aime bien votre conclusion à la première question, chère Maria. Alors, ces financements seront répartis sur 3 piliers: la recherche fondamentale dans les grands centres, l'aide au développement des industriels, et puis, avec la prédominance de 2 domaines innovants, la santé et le numérique, qui sont, vous le savez comme moi, de plus en plus liés. Ma question est la suivante. N'y a-t-il pas une dispersion des compétences humaines et des moyens matériels préjudiciable à une recherche de très très haut niveau? On connaît en Allemagne, par exemple, la société Leibniz, les associations Helmholtz, les instituts Max Planck, en France, le CNRS, l'INSERM, l'Institut Pasteur et d'autres. Mais ne faudrait-il pas renforcer leur collaboration, voire en fusionner certains entre les pays membres? En pratique, ne pourrait-on pas s'inspirer du CERN, le Centre européen de la recherche nucléaire, un phare dans le domaine physique qui attire des chercheurs du monde entier? Que diriez-vous si on lançait le CERS, C-E-R-S, le Centre européen de la recherche en santé? C'est une excellente idée et je pense que si nous remplissons de contenu les instruments dont on dispose en ce moment-là, et ceci avec des actions concrètes, on a toutes nos chances de le faire. Et je dirais que il n'y a même pas besoin de fusionner, il y a besoin de mieux coordonner et il y a besoin de transformer enfin ce beau mot synergie en quelque chose d'opérationnel, quelque chose d'adéquat par rapport aux spécificités du terrain et quelque chose qui nous projette dans le futur. C'est pour cela, quand on parle de synergie, pour moi, il y a 2 aspects, interne et externe. D'abord, synergie à l'intérieur des piliers du programme Horizon Europe. Il est important que la recherche fondamentale, le Conseil européen de la recherche,
recherche, notre joyau dans la couronne, puisse travailler avec le Conseil européen de l'innovation pour que justement ceux qui anticipent quelle sera la découverte dans 10 ans puissent rapidement être avec ceux qui peuvent en faire des produits et des services bénéfiques pour les citoyens. Quelque chose de plus, que l'Europe arrête de faire que des bons prototypes, mais qu'enfin elle soit forte dans le déploiement, dans la commercialisation et dans la création de marchés. La même chose pour les partenariats publics-privés. Nous avons décidé maintenant de réduire leur nombre, de passer de 120 à 49. Ce qui est plus important, c'est de combiner les différents partenariats pour plus d'impact. Nous avons changé d'approche, nous cherchons l'impact. Ça veut dire que le partenariat sur l'intelligence artificielle, sur les technologies clés numériques, doit aussi être un partenariat avec le domaine de la santé, avec le domaine du transport, avec le domaine de l'énergie, pour que justement on puisse à ce moment ne pas réinventer l'eau chaude, mais au contraire se donner les moyens de bâtir de véritables écosystèmes. Les synergies sont aussi externes. Donc, nous sommes tous conscients, ça ne sera pas seul le programme Horizon Europe qui va aider le leadership européen ou les écosystèmes industriels renforcés européens. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui deux éléments clés. Le premier, de plus en plus de synergie avec les fonds structurels, les fonds de cohésion. Nous l'avons vu pendant la crise, comment cette flexibilité peut aider les États membres. La deuxième chose, c'est de saisir le momentum. Nous avons maintenant le Next Generation EU. Jamais auparavant, les États membres ont investi autant dans la recherche, l'innovation et l'éducation. Maintenant, la question est quel est le contenu de ces investissements, quelle est la qualité de ces investissements et comment les domaines stratégiques sur lesquels l'Europe doit se positionner sont accompagnés de mesures qui permettent rapidement de changer de rythme. Parce qu'aujourd'hui, la question n'est plus tout simplement de chercher encore dans quel domaine l'Europe peut être leader, mais déjà de commencer à affirmer son leadership dans ces domaines. Message reçu 5 sur 5, si je puis dire. Alors, la demande d'électricité augmente chaque jour. Et la recherche sur les nouvelles énergies propres est cruciale, bien évidemment, en participant au développement de la santé globale. L'Europe continuera-t-elle ses recherches sur le nucléaire alors que les nouvelles générations de réacteurs sont moins polluantes à long terme? Si j'ai compris, le commissaire au budget n'a pas l'air très chaud, Monsieur Johannes Hans, pour continuer à travailler sur le nucléaire. Que dites-vous à ce sujet ? Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a une chose indéniable, c'est que maintenant, l'Europe a décidé d'être le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050. Il est important de maintenir le cap. Et évidemment, à ce moment, le programme Horizon Europe va y contribuer. 35% du budget total, les fameux 95,5 milliards d'euros, vont contribuer pour cet objectif. Mais évidemment, avant d'arriver à la réalisation de nos ambitions, il faut être pas naïf au moment de la transition. Et c'est pour cela que la recherche nucléaire ici va continuer dans les prochaines années. Nous avons le programme Euratom et nous avons surtout ici un véritable atout. Nous avons des chercheurs qui sont excellents, qui sont mondialement reconnus et qui, notamment dans le domaine de la santé, peuvent continuer à nous donner des bénéfices, à nous mener sur ce terrain des nouvelles technologies dans le domaine de la médecine nucléaire où l'Europe a une place à garder et a une place à maintenir. Et c'est pour cela que je dois dire qu'à chaque fois, nous devons faire la part des choses et ensuite, évidemment, de ne pas être naïfs et de soutenir ceux qui sont nos talents. Et les chercheurs en médecine nucléaire en font partie. Voilà de quoi nous rassurer. Alors, venons-en au numérique. Jusque-là, toutes les tentatives européennes comme Quaero, Quant, Info.com et tant d'autres ont été des échecs. Verra-t-on naître un jour le Google et le Microsoft européen afin de sortir de la tutelle américaine ? Alors, je vais partager mon avis très personnel sur la question aussi. Je ne pense pas que l'Europe doit perdre son temps pour chercher à faire des copies. Les gens vont toujours préférer l'original à la copie. Et c'est pour cela que l'Europe doit maintenant se concentrer sur les domaines dans lesquels elle peut faire la différence. Et nous avons des domaines qui sont de tels domaines. C'est aussi la santé, c'est aussi l'énergie, c'est aussi les technologies vertes, c'est aussi les semi-conducteurs, c'est aussi le quantum, une autre clé qui va être un game changer pour les prochaines années. Maintenant, l'Europe doit, d'une part, investir suffisamment, d'autre part, vraiment chercher à être
souveraine technologiquement, d'être autonome, parce que les dépendances, nous les avons vues pendant la dernière année et demie, et ensuite de miser sur deux de ces grands atouts. Les talents, nous en avons des talents partout en Europe, mais ils ont besoin d'un soutien pour décider non pas de rester en Europe, mais de se développer ici. Et la deuxième chose, de plus en plus de travailler pour avoir un écosystème d'innovation en Europe qui permet à nos startups, qui même aujourd'hui sont plus que les startups aux États-Unis, de devenir des licornes, de créer des marchés, d'avoir des produits. Et pour cela, nous devons vraiment cette fois avoir des actions bien précises qui permettent à la fois de parler de innovation, de cohésion d'innovation, de permettre aux régions de pouvoir à ce moment montrer leurs capacités, d'adresser certaines charges administratives, la fragmentation du marché et en même temps d'avoir encore plus de soutien financier au moment critique dans lequel ces startups peuvent grandir et surtout de grandir en Europe, de créer des emplois en Europe et de contribuer à l'indépendance de l'Europe. Alors, les Français vont enfin accéder à leur espace santé numérique personnel en janvier 2022. Ne devrait-on pas intégrer cette application dans un dossier médical personnel européen compte tenu des 18 millions de citoyens européens qui vivent dans l'Union hors de leur pays d'origine et des 120 millions d'autres Européens qui voyagent à l'intérieur de l'Union pour des affaires ou du tourisme? Déjà, c'est un bon pas en avant. Il y a aussi un autre qui nous permet de transformer le pas en bon, parce qu'il est grand temps de le faire. C'est aussi le certificat numérique. Nous avons vu que nous étions capables de le faire. Et c'est pour cela que la Commission va continuer à soutenir des projets qui visent à accélérer le rythme. Je donne l'exemple que l'un des premiers projets dans le premier programme de travail du nouveau programme Horizon Europe va exactement soutenir des projets qui visent à permettre l'interopérabilité, de parler vraiment de portabilité des données, ce qui fait qu'ici, nous devons ne pas perdre de vue une question qui est sensible, mais où l'Europe aussi, ensemble avec les États membres, peut faire plus. C'est vraiment d'avoir le consentement éclairé de nos citoyens quant à l'utilisation de leurs données. Évidemment, c'est un processus qui n'est pas court, au contraire, qui a besoin maintenant de ne pas devenir aussi long que nous commençons à le percevoir depuis quelques années. Mais encore une fois, saisissons la crise que nous venons de traverser et qui n'est pas encore finie pour justement ne pas répéter certaines erreurs de passé et avancer. L'Europe emploie près de 1 600 000 chercheurs, la Chine 1,4 million et les États-Unis 1,3 million. Et pourtant, l'Europe se classe 5e en dépôt de brevets annuel, à peine 100 000, dominée par la Corée du Sud, 160 000, le Japon, 250 000, les USA, 285 000 et la Chine qui explose avec 1 350 000 brevets. L'Allemagne a déposé 40 000 brevets en 2020 et la France, 14 000. Nous pourrions sans doute faire mieux. Comment pensez-vous susciter des vocations de jeunes chercheurs et notamment de jeunes chercheuses européennes talentueuses et créatives dans les laboratoires? Alors, la compétition, elle est acharnée. La compétition pour les talents sera la compétition qui détermine le positionnement des uns et des autres au XXIe siècle. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, oui, nous devons nous pencher davantage au niveau européen sur les conditions d'emploi et sur les carrières de nos chercheurs. Il est important qu'ils puissent à ce moment avoir une valorisation de toutes leurs activités. Parce que n'oublions pas, en Europe, notre modèle, il est basé sur le nombre de publications, là où ces publications sont publiées. Aujourd'hui, il est important de valoriser aussi les chercheurs qui travaillent avec l'industrie, qui prennent de leur temps pour aller à l'école, pour justement motiver nos jeunes. Je suis sûre qu'un jeune, en écoutant un jeune scientifique, va être beaucoup plus motivé, attiré, que de recevoir ceci par un simple papier dans un manuel. Mais ceci doit être valorisé ensuite dans la carrière de nos chercheurs. Ce n'est pas véritablement le cas encore. Deuxième élément qui pour moi est important, c'est de saisir la chance que pour la première fois, à l'intérieur d'un même portefeuille, il y a l'éducation, la recherche et l'innovation. Aujourd'hui, nos jeunes, pour être attirés par
la science doivent savoir qu'ils ont des perspectives de carrière et qu'ensuite ils vont faire ce qui leur permet aussi de se sentir satisfaits de leur action. Aujourd'hui, par la science, on peut résoudre des défis globaux comme les changements climatiques. Aujourd'hui, par la science, on peut apporter des bénéfices à tout un chacun. Et l'exemple, ça reste le vaccin qui reste européen. Le BioNTech, c'était un investissement stratégique qui nous a permis aujourd'hui de sortir de cette situation. C'est pour cela, pour moi, ici, l'école a un rôle clé à jouer, d'avoir plus de jeunes et surtout plus de filles dans ce qu'on appelle l'éducation STEM. Aujourd'hui, cela relève d'avoir une Europe qui ne gaspille pas la moitié de son potentiel, parce que la moitié de la population sont des femmes et des filles. Et ensemble, avec l'Institut européen de l'innovation et de la technologie, nous allons très concrètement offrir à 40 000 jeunes filles les 4 prochaines années des formations pour qu'elles puissent être attirées. Et évidemment, ce n'est pas tout, mais c'est un bon début. L'idée, c'est d'avoir ensuite une masse critique d'actions qui permettent à ce qu'on avance. Et pour cela, les femmes ont indéniablement un rôle à jouer. Alors j'ai vu que dans le projet Europe, pour aller dans votre sens, que vous aviez mis à disposition 3,4 milliards d'euros pour éviter le brain drain des cerveaux vers les États-Unis et mieux payer les chercheurs européens, et je vous en remercie. Donc pour conclure, chère Maria, merci de nous transférer ainsi votre énergie et votre optimisme concernant l'avenir de l'Europe de la recherche afin de faire face à la puissance scientifique et aux investissements considérables des États-Unis et de la Chine dans les mêmes domaines hautement stratégiques dont dépend notre liberté commune. Merci encore, chère Maria. Merci beaucoup. Comme toujours, c'était un énorme plaisir d'être avec vous et je vous souhaite de fructueuses discussions à tous. Merci à vous.